On va commencer avec une introduction à la traduction. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas fait beaucoup de traduction. Ou si vous en avez fait, il y a eu des vacances. Donc c'est bien de faire un petit rappel pour savoir ce que vous allez faire cette année. Donc, c'est quoi traduire? Traduire, c'est ni résumer, ni expliquer et encore moins inventer. Traduire, c'est rendre avec précision la pensée de l'auteur d'une langue dans une autre. Dans une langue naturelle et fluide, c'est donc d'être modeste et respectueux de la pensée ou des sentiments exprimés par l'auteur. Il existe des principes et des techniques simples permettant d'aller au plus près de la bonne traduction. Alors, comment traduire? Savoir ce qu'on attend de vous pour traduire correctement, c'est-à-dire connaître les critères d'une bonne traduction et suivre certains principes simples. Il faut avoir une méthode de travail et utiliser des procédés de traduction. Qu'est-ce qu'on attend d'un étudiant dans une traduction? On attend la fidélité au texte, donc c'est-à-dire qu'il faut rendre avec précision la pensée de l'auteur dans les moindres nuances et trouver le mot juste, de l'intérêt d'apprendre du vocabulaire. Il faut être très clair dans la formulation. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté car le correcteur aura tendance à interpréter dans le sens qui vous dessert, donc qui vous donnera moins de points. Et la clarté de formulation est le gage d'une bonne compréhension. Donc vous montrez que vous comprenez bien le texte dans la langue source. Il faut aussi la fluidité. Le but ultime de la traduction, c'est d'arriver à rendre la pensée de l'auteur fidèlement et dans la meilleure formulation possible. Il faut donc rendre un texte qui soit naturel dans la langue d'arrivée. Alors, comment faire ça? Il faut de la méthode. Il faut précéder en 2 fois. Faire une première traduction et y revenir quelque temps plus tard. Ceci permet de mieux voir les maladresses ou de trouver des solutions à des problèmes qui s'étaient posés la première fois. Il faut faire plusieurs lectures du texte à traduire, une première fois pour saisir l'idée générale, une deuxième pour les articulations du texte, les thèmes, le niveau de langue, le ton. Ensuite, il faut procéder au premier essai de traduction où on repère les passages difficiles, car il y a toujours des passages difficiles et les ignorer sera une source d'erreur. Aussi le vocabulaire. Chaque texte comporte du vocabulaire nouveau. Rappel, vous êtes censé enrichir votre vocabulaire en général, en plus des versions, par la lecture des textes anglais, les livres, revues, etc., par des films ou par des séjours dans un pays anglophone quand vous avez la chance d'en faire. Donc chez vous, attention, quand vous faites une traduction chez vous, ne vous contentez pas de la première acceptation du mot dans le dictionnaire ou sur Google Traduction. La règle d'or est de se référer au contexte, la phrase ou le texte entier. Par ailleurs, se rapporter au dictionnaire unilingue qui donne la définition du mot, puis au dictionnaire bilingue qui donne différentes possibilités et éventuellement au dictionnaire unilingue français et pour trouver le mot juste au dictionnaire des synonymes français. C'est seulement une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez être sûr de votre choix de mots. À l'examen, vous n'aurez pas le dictionnaire à votre disposition. Comment faire face aux mots inconnus? Évidemment, vous n'avez pas de dictionnaire. Donc, il faut se référer à l'étymologie, donc c'est-à-dire la racine, l'histoire du mot. Il faut essayer de décomposer le mot pour voir si une partie est connue, avec le préfixe, par exemple, ou la racine. Voir si le mot n'est pas réutilisé ailleurs dans le texte avec un contexte différent, ce qui permettrait donc comprendre le sens. Enfin, pour ne pas rester bloqué sur un mot, transformer la catégorie ou modifier la tournure. On va voir ça plus tard. Remarque sur les 2 langues. Notez que l'anglais a un plus grand nombre de mots à sa disposition, mais ils sont souvent concrets. Le français est plus abstrait
après, il faut plus de mots en français pour exprimer donc la même chose. Ensuite, vous avez votre phase finale. Après la traduction proprement dite, vous avez ce qu'on appelle la réécriture, donc où il faut retravailler votre texte traduit pour qu'il soit bien fluide. Ne pas oublier de laisser reposer la version ou le thème avant d'y revenir. La forme définitive doit donner l'impression non d'un texte traduit, mais d'un texte écrit directement dans sa propre langue. Attention à ne pas surtraduire ou sous-traduire. À la maison, lire à quelqu'un votre traduction ou à haute voix, indépendamment du texte d'origine. Maintenant, on a vu la méthode, on va passer aux techniques, aux procédés de traduction. Donc, il existe ce qu'on appelle les procédés stylistiques permettant d'obtenir un style plus fluide dans la langue d'arrivée et de résoudre les difficultés de traduction. En premier lieu, vous avez la transposition, où on traduit un mot au groupe de mots en changeant de catégorie grammaticale, ce qu'on a vu plus haut. Par exemple, Jack believes that, donc vous avez un nom plus un verbe, Jack, nom, verbe believes, devient selon Jack. Donc, selon une préposition, plus Jack, un nom. Le chassé-croisé, c'est un autre cas de transposition. Par exemple, he flew across the Atlantic se traduit par il a traversé l'Atlantique en avion. Donc, flew, on précise traverser, mais préciser en avion à la fin. Donc, vous avez une espèce de croisé, flew, le parti flux, vous voyez à la fin, en anglais, c'est au début de la phrase. L'étoffement s'emploie quand le terme ne suffit pas. Il faut le renforcer à l'aide de plusieurs mots. Exemple, he stopped for the mail se traduit par il s'arrêta pour prendre son courrier. Ou en thème, par exemple, si on ne suit pas, devient if we do not follow suit. L'allègement, c'est le procédé inverse de l'étoffement. On enlève des termes inutiles car le sens implicite est implicite dans la langue d'arrivée. Par exemple, the most useful advice they received devient les conseils les plus utiles. Nous n'avons plus besoin de they received. Ensuite, vous avez l'explicitation où, à l'aide du contexte, le traducteur ajoute une précision implicite dans la langue du départ. Par exemple, this month devient pour le mois de juillet, ou en thème, la revue devient the trade magazine. La collocation est une association de mots privilégiés ou expressions consacrées. En version, par exemple, vous avez an upsurge of confidence se traduit par un regain de confiance. Et en thème, un bref mouvement de panique est rendu par a brief flurry of panic. Vous avez ensuite l'adaptation. Dans certains cas, des expressions ne sont pas traduisibles littéralement. Sinon, on devient un non-sens. Il faut alors trouver une équivalence. Ainsi, en thème, comme la Lésienne, seront pas like waiting for Godot. En version, a pint of ordinary bitter devient un demi, puisque on ne peut pas traduire a pint, la mesure n'existe pas en français. La syntaxe, la construction des phrases n'est pas immuable, ça veut dire on peut bouger les positions des mots, elle peut parfois ou doit être changée pour augmenter la fluidité dans la langue d'arrivée. Mais il faut aussi respecter les intentions de l'auteur. Si on change le sens du texte, il ne faut pas modifier trop le syntaxe. Qu'est-ce qu'il faut traduire? Il faut traduire les prénoms. En général, on garde dans la langue d'origine, sauf s'il existe un équivalent reconnu dans la langue d'arrivée. Par exemple, John peut devenir Jean. Pour Mr., Mrs., Mr., Miss ou Ms, il est préférable de garder le titre anglais. Mrs. c'est madame, Mr. c'est monsieur, Miss c'est mademoiselle et Ms.
personne ne veut pas dire ou ne souhaite pas qu'on sache si elle est mariée ou pas. Donc, c'est Ms. La plupart des titres de noblesse peuvent être traduits sauf Lord, Lady and Sir. Les noms des lieux, rivières, villes, lieux publics, rues, évitez de traduire sauf s'il existe un équivalent dans la langue d'arrivée. Exemple, j'ai rendez-vous à Marble Arch, mais le Thames devient la Tamise parce qu'il y a un équivalent en français. Évitez aussi de traduire les noms de rues, d'autant plus que certains termes n'existent pas en français, par exemple Crescent ou Drive. Les termes historiques. L'usage doit vous guider. Par exemple, the House of Lords, c'est la chambre des lords, mais the Whigs, c'est les Whigs, W-H-I-G-S. Les titres des journaux, de livres, d'œuvres d'art suivent l'usage. Nombre de livres et de tableaux en équivalent en français, mais ne traduisez pas les titres des journaux. Par exemple, The Times, ou en thème, Le Monde. Mesure en jaune, il convient de convertir les mesures de hauteur, de distance, de poids. Vérifiez si l'auteur donne un ordre de grandeur ou une mesure précise. Par exemple, we ran 6 or 7 miles. Nous avons couru une dizaine de kilomètres. Mais attention pour l'argent, ne pas convertir. Exemple, 6 pounds devient 6 livres. On ne va pas convertir en euros. Voici quelques œuvres pour vous aider. Des dictionnaires. Unilang, the shorter Oxford English Dictionary, ou Oxford Advanced Learners Dictionary, Webster's New World Dictionary, Webster's New Dictionary of Synonyms. Bilingue, vous avez la Hachette, Harrop Standard French and English Dictionary, le Roberts and Collins. En français, le Petit Robert, le Dictionnaire des synonymes, ou le Robert de poche. Les grammaires, la grammaire anglaise de l'étudiant, linguistique anglaise, initiant à une grammaire d'énonciation, grammaire explicative de l'anglais. En grammaire française, vous avez le bon usage de Maurice Crévis. Vous avez aussi le style lexique comparé de l'anglais et du français. Le livre de Françoise Grellet, l'initiation à la version anglaise. The Word Against the Word, ou initiation au thème anglais, The Mirrored Image.